Bonsoir, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je suis Stéphane Aquin, directeur général du musée, et j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir à l'événement de la rentrée de cet automne 2021, après une année dont on se rappellera bien longtemps, pour l'inauguration de l'exposition phare de notre rentrée culturelle de cet automne, qui est combien de temps... Alors, c'est une phrase très, très complexe. Combien de temps une voix peut-elle en atteindre une autre? How long does it take for one voice to reach another? C'est une phrase tirée d'une œuvre de Betty Goodwin. C'est en fait dérivé d'une citation de la poétesse américaine Caroline Forcher. Et c'est une phrase qui figure qui est inscrite en fait sur le plancher du pavillon Jean-Noël Desmarais où nous nous trouvons et qui fait partie d'une œuvre qui a été installée ici lors de l'inauguration de ce pavillon en 1991. Donc, combien de temps faut-il pour qu'une voix en atteigne l'autre? C'est le titre de cette exposition. Ce soir, le programme assez simple. J'aurai le plaisir de m'entretenir avec la commissaire de l'exposition et conservatrice en chef du musée, Mary Daly Desmarais, ici à ma gauche. Et puisqu'elle est la commissaire et qu'elle a conçu et installé cette exposition. Et puis nous aurons, par contre, avant ça, nous allons visionner un petit film de montage de l'exposition de 3 minutes. Vous allez voir, ça vous donnera une bonne idée. Je tiens à remercier d'abord donc nos partenaires dans la poursuite de toutes nos activités et d'abord pour l'exposition Combien de temps faut-il pour qu'une voix atteigne l'autre, tout particulièrement Hydro-Québec et la firme d'ingénierie Hatch ainsi que RBC. Merci également à notre commanditaire officiel, Peinture Donald, et au soutien du Cercle des Anges du Musée des Beaux-Arts qui soutient plusieurs de nos programmes, ainsi qu'à nos partenaires médias, Bell, La Presse et The Montreal Gazette. Enfin, merci au ministère de la Culture et des Communications, au Conseil des Arts du Canada ainsi qu'au Conseil des Arts de Montréal. So, as I was saying, we'll first watch a 3-minute film of the making of how long does it take for one voice to reach another, and then we'll have a conversation with the curator and our curator at large, not curator at large, chief curator, Mary Daly Desmarais, who is here with me tonight.
Nous voici de retour donc avec Mary Daly et la commissaire de cette exposition très belle, comme vous avez pu le voir, qu'il faut vraiment, dont il faut faire l'expérience. Mary Daly, cette exposition, elle a été montée, elle a été conçue dans un temps record. D'habitude, des grandes expositions, on parle de 2 ans, 3 ans de préparation. Dans ce cas-ci, on était dans un contexte de pandémie. Toute la programmation était chamboulée, pas seulement au Musée des Beaux-Arts de Montréal, dans le monde entier. J'aimerais que tu nous guides, tu nous expliques comment tu es arrivé à cette idée, pourquoi, comment tu as conçu ce projet-là, et voilà. J'aimerais l'entendre de toi. Merci beaucoup. Avant de répondre à ta question, j'aimerais juste dire un grand merci à vous tous d'être ici ce soir avec nous. Thank you so much, everybody, for coming out and being here for this vernissage virtuel. Even though we cannot see you, we really feel your presence and are very grateful. Merci beaucoup. Alors, comme tu as dit, Stéphane, c'était une année très, très difficile pour tous les musées au monde. On avait tellement de changements à la programmation, il fallait pivoter à plusieurs reprises. Et c'était au plein milieu de l'hiver que j'ai littéralement marché sur la question titre de l'exposition « Combien de temps faut-il pour qu'une voix atteigne l'autre ?» Aussi marché sur ce titre-là plusieurs fois. C'était là presque. Mais en marchant sur cette phrase, ça m'a frappé très fort. Je me suis dit, mais quelle question parfaite pour notre moment. Après toute cette année qu'on a vécue, après cette période d'isolement, c'était aussi une période marquée par une certaine turbulence sociale aussi, de se poser la question, comment est-ce qu'on écoute l'autre, comment est-ce qu'on s'étend vers l'autre, quelles sont les voix qui sont trop souvent ignorées et pourquoi. Toutes ces questions me semblaient vraiment pertinentes et ce sont des questions qui sont au cœur de cette exposition. You know, I think that I'll just kind of recap for our friends who are visiting us who are Anglophone. You know, this winter I literally walked across the title question of the exhibition, how long does it take for any one voice to reach another, which, as Stéphane explained, is inscribed on the museum floor, and it's part of this work by Betty Goodwin. And it just hit me that this was kind of a perfect question to ask at this time, after this period of isolation that we have been living. It's also been a period marked by a certain level of social turbulence, to ask what it means to really listen, how we reach out to one another. Why do we often turn a deaf ear to voices that need most to be heard? To ask these kinds of questions about human connection through art seemed to me really pertinent and very much fitting for our moment. I'm hearing you, and I understand this concern for a sense of community that is at the basis of the show. And for sure, in the last year, in the museum world, around the world again, but also very intensely here, we've asked ourselves, how can we be meaningful to those who are around us? Because the tourists had gone, and gone pretty much everywhere. Who do we speak to? What do we want to say? And you'll walk us through the exhibition, but I think it makes a great deal of sense. But another term that we also had at the forefront of our thinking in the museum world was comment définir un musée? Qu'est-ce qui fait un musée? Quel est l'ADN, si l'on veut, d'un musée, sa substantifique moelle, pour utiliser une expression parfaitement dépassée, et c'est la collection. And I think you did a lot of thinking around the collection, and this is, you know, by and large, a collection-based show. Je te dis que c'était une grande joie pour moi de travailler avec les œuvres de la collection, et j'aimerais spécifier
que cette exposition est unique parce que elle inclut les œuvres de chaque aspect de la collection du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, il y a des œuvres des antiquités grecques, il y a des anciens manuscrits, des tableaux d'anciens maîtres, des œuvres modernes et contemporains. Et plusieurs de ces œuvres... Des arts décoratifs aussi. Des arts décoratifs aussi. Il y a plusieurs de ces œuvres qui n'ont pas été sorties depuis des décennies. Et donc, notamment ce magnifique triptyque très émouvant par Geneviève Cadieux, Hear Me With Your Eyes. Et le fait qu'on a monté ces œuvres dans cette exposition vraiment souligne notre volonté collective de mettre de l'avant nos collections. Nous, toi et moi, et en fait toute l'équipe du musée, on s'est posé les questions à travers l'année dernière. Comment est-ce qu'on peut, dans l'avenir, activer nos collections d'une façon novateur? Comment est-ce qu'on peut assurer que notre programmation reflète bien notre ADN? C'est-à-dire, nous sommes un musée encyclopédique avec le luxe d'avoir une collection qui span, je cherche le mot, span. Qui recouvre vraiment toute l'histoire de l'art. Et c'est une collection qui agrandisse. Donc, c'est sûr que ce type d'exposition est vraiment en lien avec notre vision pour l'avenir du musée. Maintenant, c'est une exposition aussi dont la mise en scène est assez remarquable. Tu ne voulais pas surfaire le côté théâtral. En même temps, on ne voulait pas se rabattre sur le cube blanc, sur un accrochage trop banal, trop objectif. Donc, il y a une très, très belle scénographie qui est vraiment toute blanche. On a l'impression d'entrer dans un autre espace. Et ça prédispose, je pense, à des réflexions, à des émotions. Et ça, c'est très, très... J'essaie d'être objectif, mais c'est très, très bien joué. Mais l'autre dimension de cette expo, et j'aimerais que tu nous conduises à travers cette partie-là du projet, c'est que, oui, c'est la collection, en partie, des œuvres qu'on n'a pas vues depuis des années, des œuvres extraordinaires, comme Hear Me With Your Eyes et d'autres, mais aussi, il y a une forme de dramaturgie. On passe d'un état à l'autre. Il y a des considérations, il y a des grands thèmes qui scandent et qui forment le parcours, de sorte que c'est un peu une forme de voyage émotionnel à travers cette question qui est posée dans le titre. Est-ce que tu peux nous guider à travers ce parcours? Oui. Merci pour cette question. Avant de passer au parcours, j'aimerais retourner à tes commentaires par rapport à la scénographie pour remercier Marie Fognan, qui est notre scénographe interne. C'est parmi la première fois, je souligne, que la scénographie d'une grande exposition a été faite complètement à l'interne. Et on a vraiment une super équipe en place. Et Marie, quand je lui ai présenté le contenu de l'exposition, elle s'est dit, il y a cette idée de son, de la voix, mais aussi d'une certaine méditation, un besoin de créer un moment de réflexion pour nos visiteurs. Et donc, elle a fait toutes sortes de recherches sur l'imagerie du son. Et elle a dit, finalement, pour mettre les œuvres en valeur, mais aussi pour garder ces thématiques, son idée était de créer une enveloppe monochromatique qui n'est pas vraiment le white cube parce que c'est complètement enveloppant. Vous ne pouvez pas voir maintenant, mais même les planchers sont blancs. Et ça crée une sorte
intimité, une certaine expérience transporteur. Donc, j'aimerais vraiment remercier Marie et toute l'équipe de la production pour ce travail. Et l'ensemble des équipes du musée, on saurait assez souligner leur extraordinaire expertise, leur compétence, leur professionnalisme. Absolument, parce que comme tu as dit, normalement, pour monter une exposition d'une telle envergure, cela aurait pris 4 ans minimum. Et nous, nous n'avions que 4-5 mois pour le faire. Donc vraiment un effort de tous dont on est infiniment reconnaissant. Et l'installation était finie la semaine passée. Oui, ça aussi. Ça aussi. Une bonne chose. Mais alors, par rapport au parcours, l'exposition est divisée en 7 chapitres, chacun duquel traite cette thématique de la voix d'une façon différente. On ouvre avec une œuvre magnifique de Rebecca Belmore qui s'appelle Speaking with their mother. Excusez-moi. Ça fait, comme tu as dit, la plupart de l'exposition est basée sur la collection du musée, mais il y a quand même quelques prêts extraordinaires des amis du musée, que ce soit des artistes comme Rebecca Belmore ou des institutions Banff. En fait, ce prêt vient du Banff et de l'artiste Rebecca Belmore. Il y a aussi le motet à 40 voix, dont je vais en parler en plus de détails, une œuvre incroyable de Janet Cardiff et d'autres dont je vais parler en plus de détails dans un instant. Mais on ouvre avec cette porte-voix de Rebecca Belmore. Je crois qu'on a une image aussi, qui a été construite dans les débuts des années 90 lors du crise Oka, où des peuples autochtones luttaient pour la reconnaissance de leurs droits territoriaux. Et l'artiste a conçu cette porte-voix avec des matières complètement organiques et elle a porté à travers les 4 coins du pays justement pour inspirer un dialogue non seulement sur la terre mais aussi avec la terre. Et dès qu'on entre dans l'exposition, peut-être vous pouvez montrer l'image de face de l'œuvre, on entend le bande de son, c'est-à-dire l'enregistrement de toutes ces personnes qui ont activé cet objet au début des années 90. Alors, sont des chefs, des poètes, des militantes qui expriment leur connexion à la terre. Alors, c'est un acte, en fait, la création de cette œuvre était vraiment un acte à la fois politique, mais aussi poétique. Et c'est cette double nature de l'objet qui est vraiment très émouvant. Ensuite, on passe à une salle qui est dédiée à une sorte de conversation à travers le temps et l'espace, a kind of conversation through time and space that includes all different kinds of objects from all of the museum's collections, and that evokes this kind of desire, or maybe even a need, to make oneself heard. So, ces objets évoquent un certain désir de se faire écouter. C'est un désir, même un besoin qu'on voit autant dans les œuvres, les tableaux d'anciens maîtres, par exemple, que dans les sculptures inuit. Il y a aussi des anciens manuscrits. Rodin aussi. Exactement, la main crispée de Rodin, des œuvres contemporaines aussi. Et c'est très intéressant de voir comment ces œuvres et ces artistes se parlent, même sans se connaître. Ensuite, on passe à une salle dédiée à l'évocation du son à travers l'abstraction. Donc, dans cette salle, on trouve des œuvres de pionniers de l'abstraction dans l'histoire de l'art québécois et canadien, notamment des tableaux, par exemple, de Charles Gagnon
On a un magnifique tableau que vous voyez devant vous qui date de 89 où on voit le mot écho. Donc il y a non seulement le mot qui apporte une certaine résonance, mais aussi un écho entre les tons de gris et bleu. Il y a aussi dans ces salles d'autres artistes de sa génération qui ont été aussi, comme lui, très inspirés par la musique. Je pense à Yves Gaucher, par exemple, qui étudiait le jazz et qui jouait à la trompette aussi. Et aussi l'artiste conceptuel, vraiment avant-garde, Raymond Gervais, qui était plus jeune que... Gaucher et Gagnon, mais qui connaissaient leur travail, bien évidemment, et qui en fait a composé une pièce de musique pour un film de Charles Gagnon, qui est connu surtout pour ses tableaux, mais qui était un artiste pluridisciplinaire qui travaillait dans la photographie aussi, et dont il était aussi vidéaste. Et Raymond Gervais, j'ai vu l'image passer, c'est une œuvre assez remarquable, c'est plus de 200 pochettes de CD. Oui. J'ai relu la liste aujourd'hui, très impressionnante, où il imagine certains sons. Et là, tu en as présenté une série qui est l'introduction. Mais c'est des choses remarquables. Chaque chapitre est absolument brillant et ça donne à imaginer des sons dont on n'a que le titre, tous les sons du monde, les sons de l'architecture, etc. Mais aussi, par exemple, les artistes qui font de la musique. Donc, tu as un qui joue du violon, etc. Ouais. Les écrivains qui font de la musique. Frédéric Nietzsche jouait du piano. Des rencontres improbables à travers le temps. Comme Louis Armstrong et Olivier Messiaen, morts la même année, pas exactement le même jour, mais la même date, mais pas le même mois. Donc, alors, c'est d'un chapitre à l'autre une imagination des sons du monde qui est tout simplement remarquable. Et on pense rarement à ce type d'œuvre d'art conceptuel pour la musique. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et je dois te remercier aussi parce que je pense que c'est toi qui as acquis cette œuvre quand tu étais conservateur ici au musée. Si oui, mais alors là, je veux remercier de façon... Merci. C'est pas dans le but que j'en parlais, mais de remercier posthumément l'artiste Raymond Gervais, qui est décédé il y a quelques années. C'est lui qui nous a approchés pour nous donner cette œuvre. Et... C'est un artiste extraordinaire, inspiré, et qui faisait un travail souvent confidentiel, mais immensément informé et qui donnait lieu à un émerveillement dans cette œuvre-là. C'est vraiment incroyable cette œuvre. Ça contient toutes sortes de poésie, avec ces rencontres imaginaires qui évoquent le sang. Et Gervais, comme tu le sais, est quelqu'un qui était toujours intéressé par cette tension entre le son et le silence. Quelqu'un qui a étudié John Cage aussi. Donc, il y a tout cet aspect que je trouve vraiment intéressant dans cette œuvre. I'll just recap a little bit in English. Because what you said is so true about this work that has 243 CDs, on each of which you can read these titles that the artist devised that evoke these imaginary encounters, like Rimbaud playing the piano or Rodin playing the violin. In the chapter that I chose of the 243, which contains just 9 discs, there are things like listen to architecture, for example. So we can't really do, what does that really mean? Tous les sons du public, all of the sounds of the public. There are not sounds that we really know, mais all of a sudden, like very quickly, tout de suite, ça évoque quelque chose. Et ce lien entre texte, image et son dans le travail de Gervais est vraiment très intéressant. Et je suis vraiment ravie de présenter ce chapitre de l'œuvre dans le cadre de cette exposition. Et si on suit le parcours de l'exposition, on arrive ici, on se trouve au milieu de cette œuvre qu'on n'a pas vue depuis, que moi je n'avais jamais vue sauf en reproduction, Hear Me With Your Eyes, de Geneviève Cadieux. On t'écoute.
Donc, ça suit le parcours. Donc, après cette section dédiée à l'évocation de son à travers l'abstraction, on passe à une section dédiée à l'écoute corporelle, listening with the body. Bien sûr, les oreilles se trouvent sur le corps humain, donc oui, on écoute avec le corps, mais il y a d'autres formes d'écoute corporelle qu'on peut voir dans ces œuvres. Par exemple, dans ce triptyque que vous voyez devant vous, de Geneviève Cadieux, ça, en fait, c'est sa sœur Anne-Marie, l'actrice, qui est le modèle pour ce triptyque. On n'entend pas ses cris, mais juste le geste de son corps évoque l'émotion de ses cris. Il y a aussi une magnifique œuvre de Betty Goodwin dans cette section de l'exposition où on voit les corps qui se plient l'un contre l'autre. Il y a des œuvres des vêtements de Yin Gao qui réagissent à notre voix et aussi une sound suit de Nick Cave. And each of these works of art, and I'll kind of stop specifically on the Nick Cave and the Yin Gao dresses, these works make a sound, donc ils font du bruit. They react to the sound of our voices, ils réagissent à nos voix aussi, mais ils protègent aussi la personne qui les porte. So they also protect the wearers. And this is particularly important in the case of Nick Cave because each of these sound suits that he makes is unique and each one more spectacular than the next. They are kind of enchanting to look at, but there's also a very kind of dark origin to them, which is that after Rodney King was beaten by the police, this event so traumatized. Yes, exactly. Yeah. So traumatized Nick Cave, as it did so many people around the world, that he was trying to create something that would be a kind of protection from the outside world. So the sound suits communiquent avec le monde extérieur, mais ils protègent aussi la personne qui les porte. And from there, we move on to... Ensuite, il y a une section dédiée à des œuvres qui utilisent un langage, que ce soit une langue réelle ou une langue symbolique, pour résister à la subordination. Je pense par exemple à une nouvelle acquisition de Shilpa Gupta qui n'a jamais été montrée au musée. A new acquisition by the Indian artist Shilpa Gupta, which has never been shown at the museum before. You can see it on this large table that you're looking at in the center of the screen. And what it is are 100 books cast in bronze, 100 livres moulés en bronze, chacun duquel contient un vers d'une poésie écrite par un poète qui a été emprisonné à cause de ces mots. So it is 100, these are texts by 100 poets who were jailed because of their words. And it's fascinating to see the different countries from which these poets come, really from all around the world. Il y a des personnes, des poètes d'Afghanistan, de Pakistan, mais aussi des États-Unis, le Canada, la France. Donc, c'est vraiment à la fois une sorte de célébration de pouvoir, de la pouvoir de la voix humaine et une sorte de réflexion sur what can be a kind of subordination of censorship, really, of voices. There's also a work by Hannah Klaus that is also a new acquisition. Mais je pensais, quand tu parlais de cette œuvre de Gupta, oui. Alors je doute qu'elle a eu ce fameux vers de Louis Aragon, le poète qui a longtemps été associé au surréalisme. Lorsque Garcia Lorca a été fusillé, a dit « Dieu, le fracas que fait un poète qu'on tue ». C'est une phrase absolument magnifique qui donne une dimension de ce que tuer ou
soumettre un poète peut vouloir dire. Oui, oui, tout à fait. Et on découvre toutes sortes de phrases comme telles qui sont si émouvants. Je veux remercier un de nos techniciens de l'exposition qui est aussi artiste, Jean-Benoît Pouliot, qui a une œuvre dans une autre exposition montée au même moment hors cadre, œuvre des artistes parmi nous, où on expose le travail des artistes qui travaillent ici au musée avec nous. Mais connaissant le contenu de l'exposition, si bien Jean-Benoît a trouvé un livre where I think I'm going to botch the phrase, so I am sorry, but it's something like two silences together made a voice, or two voices made a silence. No, two silences made a voice. Shows you what kind of poet I am. So I'm sorry for that, but it's beautiful. He found the book and he put it at the beginning of the table. You know, I really should have stopped myself and not gone down the track. I didn't know what it was. It was beautiful. I'm forgetting it. Come and see. Et vous allez voir quand vous venez ici. On est quitte, qu'est-ce là, que ça dit. Moi, j'ai oublié le titre de l'expo. Donc, c'est bon. C'est in keeping. Très bon, c'est si on continue. Donc. Okay. Alors, ensuite, il y a aussi des œuvres qui tirent notre attention vers des voies trop souvent ignorées, comme l'œuvre très forte de Stanley Février, Yes, We Love You. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que vous allez le voir, vous allez le découvrir quand vous visitez l'exposition. Et il y a une salle qui traite la respiration humaine comme un témoin silencieux ou voix silencieuse de la vie humaine. Mm-hmm. Et dans cette salle, on retrouve l'œuvre de Raphaël Lozano Hammer, L'Ultimo Respiro, le dernier soupir, qui appartient à la collection du musée depuis 2013. C'est une œuvre qui a été faite en 2012, mais qui, pour la première fois cette année et pour cette exposition, est activée par la respiration de la grande poète québécoise Nicole Brossard. J'ai eu le grand plaisir de passer l'après-midi avec Nicole aujourd'hui. Elle est venue visiter l'exposition. Elle est venue voir l'œuvre. Je vous l'ai décrit un peu parce que Raphaël est très intéressé par ces questions de la respiration, a kind of what he calls creating a biometric portrait of a person that is breathing through his or her breath. Et ce qu'on voit devant nous, c'est un respirateur artificiel avec un sac qui contient le souffle, la respiration de quelqu'un. Et dans ce cas, comme je précise, c'était le souffle de Nicole Brossard. Et c'était très intéressant de visiter cette salle avec elle. C'est quelqu'un avec une profondeur immense, aussi une chaleur et un sens d'humour qu'on voit. Il y a aussi un écran qui montre la captation de sa respiration. Et elle fait ça avec beaucoup de gravitas, mais aussi d'humour aussi. Mais elle a dit de penser à la finalité de ma vie et aussi à l'éternité à travers cette œuvre. C'est juste une expérience qui est tellement bizarre, mais aussi très émouvant. Et elle a écrit un poème en réponse à cette œuvre qu'elle va nous lire prochainement pour une conférence qu'on fait avec elle et Raphaël. C'est aussi quelqu'un qui est très inspiré, qui trouve beaucoup de son inspiration en visitant les musées. C'est ça qu'elle m'a dit aujourd'hui. Alors, just to add to this description of Raphael's work, it's an artificial respirator. Yes. That keeps that breath that was blown in the paper bag by Nicole Brossard, the poet, that keeps it alive. And when the work is stored, the breath is stored. So that's thinking through time, looking, 20, 30, 40, 50 years ahead from us, that breath will have been kept alive and will be put to life. And so the respirator, I think, simulates the exact number of breaths that one takes during a day.
That's right. It's truly just keeping that breath alive, and by some strange homeopathic virtue, something of that body that remains alive through the breath. It's a beautiful work. It comes across, when you don't know about it, as something rather cold and mechanical. Mm-hmm. Et ensuite, on se met à considérer l'idée derrière. Et là, notre esprit se perd en considération. T'as tout à fait raison. And you can see, just in listening to you describe it, why it would be so strange, so kind of heavy to think about for somebody who put their breath into the bag. It's like, oh my goodness, this is going to live on in kind of in perpetuity. And so when Raphael came here to install the work, he told me that the first time he ever, realized it, he thought about putting the breath of his mother in the bag, and that he actually had her breathe into the bag. But he found that even for him, it was kind of too much to take. To think about the finality of his mother's life or storing his mother's life after she might die was kind of too much for him. One thing that's wonderful also to just stray on this is that Raphael Lozano-Hemmer is an artist who has a deep respect of other artists' work. Yes. He knows what people have done. He looks up to a number of great artists and models, and it is an homage to an artist, to a venerable artist by a younger artist. And there's another edition of this work with Omara Portuondo, I think is her name, the great Cuban singer. And I know that he wanted to look up to find someone who was venerable. Alors ça, je trouve que c'est une belle dimension de ce travail-là. C'est le souffle d'un artiste qui est maintenu en vie. Oui, tout à fait. Tu as raison d'ajouter cette dimension à l'œuvre. Et en fait, ce qui est intéressant, quand j'ai parlé aussi à Nicole aujourd'hui, justement sur toutes les dimensions que tu mentionnes de l'œuvre de Raphaël, je lui ai posé la question, je lui ai demandé si elle connaissait Caroline Forchet, qui a écrit la phrase titre de l'exposition, et elle m'a dit que c'était Caroline Forchet qui lui a présenté un prix de poésie que elle, Nicole, a gagné. Donc elle connaissait tout de suite qui était Caroline et l'intérêt de cette phrase pour l'exposition aussi. Alors continue. Ok, bon, je continue. Non, mais j'apprécie beaucoup toutes ces questions parce que... Anyway, I'll go on. Next. Next is L'Ange de James Lee Byers, dont je crois qu'on a une image aussi, qui aussi fait partie de ce chapitre de l'exposition qui traite la respiration. C'est une sorte de méditation sur la beauté, mais aussi la fragilité de la vie humaine. Byers était une artiste américaine, très pionnière dans ce domaine de l'art conceptuel. C'est quelqu'un qui est très connu pour ses performances artistiques aussi. En fait, sa vie était connue un peu comme une performance. Il se promenait partout dans les costumes dorés, lamés, etc. Des fois, des grandes capes rouges. Mais c'est quelqu'un qui était très inspiré par la philosophie orientale, surtout le bouddhisme zen, aussi certains aspects de certains rituels shinto aussi. Et donc, pour cette œuvre, il a été inspiré par les fabriqueurs de verre à Murano, c'était juste à côté de Venise. Et chaque boule de verre, même si on ne le voit pas parce que ces boules de verre ont l'air identiques, chaque boule de verre a été faite avec une seule respiration de un artisan fabriqueur de verre à Murano. Donc, on voit les boules de la respiration humaine, et donc c'est toute cette beauté, à la fois la beauté et la fragilité de la vie humaine qu'on retrouve dans cette œuvre, qui est l'avant-dernière œuvre dans l'exposition. Et qui va mener à la dernière, et je veux récapituler, on a cet appel au territoire et à la communauté, on a ce regard à travers l'histoire.
On a cette équivalence dans le domaine des idées et des formes. On a ensuite la voix dans son incarnation corporelle. On a les voix de la résistance. On a les dernières voix, le souffle. Et puis, tout cela mène vers cette dernière œuvre qui est aussi un peu le condensé de tous ces thèmes qui sont déployés un peu comme des préludes et qui est l'œuvre dont... Oui, c'est très bien ce que tu viens de dire, c'est très bien dit. Oui, la dernière œuvre est vraiment la culmination, le climax de toute l'exposition. C'est l'œuvre magistrale de Janet Cardiff, le motet à 40 voix, qui incarne vraiment cette idée des voix en unison. Ce qu'on voit, c'est une œuvre qui ne transmet pas à travers l'écran ni avec les mots. Il faut vraiment venir expérimenter cette œuvre qui est une installation immersive que l'artiste elle-même décrit comme donnant aux visiteurs la chance de se balader entre des lignes d'une partition musicale. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, je recule un peu pour dire qu'elle était très émue en écoutant une partition de musique écrite par Thomas Tallis dans le XVIe siècle. Et elle était si émue en écoutant cette pièce de musique écrite pour 40 voix, d'où vient le nom motet à 40 voix, qu'elle est allée aux cathédrales de Salisbury, en Angleterre, et elle a demandé au choral si elle pouvait enregistrer chacun de ces 40 voix individuellement. Donc, chaque haut-parleur que vous voyez représente la voix d'un individu dans cette chorale. Et donc, quand on est dans cette pièce avec cette musique qui est extrêmement émouvante, je vous dis, à chaque fois, ça fait maintenant, c'est presque tous les jours depuis que l'œuvre est installée que je passe du temps dans cette salle. Et je m'en fatigue jamais parce qu'à chaque fois, j'entends quelque chose de différent parce qu'on peut approcher à un des haut-parleurs, entendre une ligne, une personne, approcher un autre, entendre quelqu'un d'autre, mais au centre de la salle, toutes ces voix se réunissent et ça crée une expérience qui est vraiment très émouvante. Et aussi, même si l'œuvre a été créée en 2001, je trouve qu'il y a une autre résonance, si on veut, de cette œuvre maintenant, c'est-à-dire que oui, on a tous eu notre expérience individuelle de l'année dernière de cette pandémie et on va continuer à vivre cette expérience d'une certaine manière séparément ou individuellement, mais ça prend l'effort collectif de surmonter cette difficulté. Et là, j'ajoute mes propres émotions en réaction à cette œuvre. Ce n'est pas quelque chose que l'artiste a dit, mais c'est juste pour dire que ça me parle à chaque fois que je l'entends. Et j'espère que ça permet aux visiteurs un moment de réflexion sur l'écoute de l'autre, mais aussi l'écoute de soi. C'est très juste, et si je peux juste ajouter à ce que tu dis, effectivement, c'est une œuvre qui, lorsqu'on en fait l'expérience, nous marque. Je me rappelle d'en avoir fait l'expérience il y a 20 ans, pour la première fois, et je ne peux pas oublier ce moment. Il y a des œuvres comme ça, et ce qui est, tu dis quelque chose de fondamental, juste avant qu'on termine, c'est aussi que le moment que nous venons de vivre nous permet de voir autrement certaines œuvres que nous connaissions. Et c'est vrai que Janet Cardiff, le 40-part motet, est une des grandes œuvres du siècle. On s'entend déjà, le siècle a 21 ans, et on sait que c'est une des très, très grandes œuvres du siècle. Mais on la voit autrement maintenant. Notre lecture de l'œuvre est enrichie par ce qu'on vient de vivre. Et je pense que l'exposition qui est celle-ci, que tu as conçue, a cette qualité de nous faire voir à quel point le moment que nous avons vécu, même si nous ne l'avons pas choisi, qu'on aurait peut-être bien voulu l'éviter,
nous enrichit ou enrichit la lecture que nous faisons de l'art et de son sens. Et ça, je trouve, c'est the big takeaway for me. Alors, écoutez, merci Mary Daly. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous ce soir. Et donc, l'exposition ouvre dès samedi et vous êtes tous les bienvenus.